Dans l'obscurité suffocante d'un placard fermé à clé, la petite Zawadi, à peine âgée de 7 ans, grattait la porte en bois de ses doigts déjà ensanglantés. Des larmes séchées marquaient son visage couvert de poussière. Elle était là depuis 4 heures. 4 heures sans eau, sans lumière, sans air frais. Dehors, la voix glaciale de Farida résonnait dans le manoir. « Tu apprendras à m'obéir, même si cela prend toute la nuit. » Ce que Farida ignorait, c'est qu'à cet instant précis, caché derrière la colonne du couloir, quelqu'un enregistrait tout. Quelqu'un qu'elle n'aurait jamais imaginé voir là. Quelqu'un qui était sur le point de détruire sa vie si parfaitement construite. Ce quelqu'un, c'était l'homme qu'elle jurait contrôler entièrement. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut remonter 3 semaines en arrière. Kampala, Ouganda. Le soleil africain tapait fort sur l'asphalte lorsqu'un Toyota Land Cruiser noir franchit le portail électronique du manoir Okello, l'une des résidences les plus imposantes du quartier de Kololo. Au volant, un homme d'apparence simple, coiffé d'une casquette usée, portant des lunettes à monture bon marché et vêtu d'une chemise de chauffeur délavée. Son badge indiquait « Joseph Mutimba, chauffeur privé ». Personne, absolument personne dans cette maison, ne pouvait imaginer que cet homme n'était pas Joseph. C'était Dalmar Okello, l'un des hommes d'affaires les plus puissants d'Afrique de l'Est, à la tête d'une fortune estimée à 80 millions de dollars, avec des entreprises opérant dans des secteurs aussi variés que les télécommunications et l'extraction d'or. Et le voilà, déguisé, dans sa propre maison, sur le point de découvrir une vérité qui allait anéantir tout ce qu'il croyait savoir de sa famille. Dalmar gara la voiture dans le garage latéral et prit une profonde inspiration. Ses mains tremblaient légèrement sur le volant. Il avait bâti un empire à partir de rien. Il avait négocié avec des présidents, conclu des contrats de plusieurs millions de dollars, survécu à des tentatives d'escroquerie. Mais rien, absolument rien, ne l'avait préparé à ce qu'il allait faire. S'introduire chez lui, espionner sa propre femme, enquêter sur ce qui était réellement arrivé à ses enfants en son absence. Tout avait commencé 6 mois plus tôt, lorsqu'il avait épousé Farida Namouaz, une superbe ancienne mannequin de 32 ans, au CV impeccable et au sourire ravageur. Elle était tout ce dont Dalmar pensait avoir besoin après la mort tragique de sa première femme, Zeinab, dans un accident de voiture 2 ans auparavant. Zeinab avait été l'amour de sa vie, la mère dévouée de ses 3 enfants, Zawadi, 7 ans, Jabari, 5 ans, et la petite Nia, âgée de seulement 3 ans. À la mort de Zeinab, Dalmar fut anéanti. Son entreprise faillit s'effondrer. Il pouvait à peine regarder ses enfants sans être submergé par le chagrin. C'est alors que Farida apparut, lors d'un événement caritatif à Nairobi. Cultivée, raffinée, elle parlait 4 langues et était titulaire d'un master en administration des affaires de l'Université du Cap. Elle semblait parfaite. Et Dalmar, dans son chagrin et sa solitude, crut avoir trouvé une nouvelle chance d'être heureux, pour lui et ses enfants. Mais tout changea. Trop vite. Zawadi, autrefois si joyeuse et bavarde, se mura dans le silence. Ses yeux, jadis si vifs, semblaient désormais toujours effrayés. Jabari, qui adorait le football et courir dans le jardin, commença à s'isoler dans sa chambre. Et Nia, la Benjamine, qui avait l'habitude d'embrasser tout le monde, se recroquevillait maintenant à la moindre approche. Dalmar n'arrêtait pas de demander à Farida ce qui se passait. Elle avait toujours une réponse convaincante. Ils s'adaptent, Dalmar. Perdre leur mère n'est pas facile. Je les aide à devenir plus forts, plus disciplinés. Les enfants ont besoin de structure. Il voulait la croire. Mais au fond de lui, quelque chose lui criait que quelque chose clochait. Puis, il y a 2 semaines, un événement a tout changé. Dalmar était à son bureau à Kampala lorsqu'il a reçu un appel anonyme. Une voix féminine tremblante a murmuré « Monsieur Okello, vos enfants sont en danger. Rentrez à la maison, s'il vous plaît. » La communication a été coupée. Il a essayé de localiser le numéro, mais il était masqué. Dalmar a annulé toutes ses réunions et s'est précipité chez lui. À son arrivée, tout semblait normal. Farida était au salon, en train de prendre le thé avec des amis. Les enfants étaient dans leur chambre. Mais lorsqu'il a serré Zawadi dans ses bras, elle a tremblé. Et lorsqu'il lui a demandé si elle allait bien, elle a jeté un rapide coup d'œil à Farida avant de murmurer « Oui, papa ». Ce regard en disait long. C'était la peur. Pure et absolue. Dalmar engagea des détectives privés. Ils installèrent des caméras cachées, mais Farida était trop maligne. Elle connaissait l'emplacement des caméras de sécurité et agissait toujours dans leurs angles morts. Les enquêteurs ne trouvèrent aucune preuve concrète. Seulement des témoignages vagues des employés, trop effrayés pour parler ouvertement. C'est alors que Dalmar prit la décision la plus radicale de sa vie. Il découvrirait lui-même la vérité. De l'intérieur. Sous un déguisement.
Il renvoya le chauffeur officiel, inventa un voyage d'affaires d'1 mois à Dubaï et se fit embaucher sous le nom de Joseph Mutimba, chauffeur intérimaire recommandé par une agence d'intérim. Farida ne s'y a même pas. Elle jeta à peine un regard aux employés. Et maintenant, le voilà, 3 jours plus tard, chez lui, invisible aux yeux de sa propre femme. Dalmar entra par la porte de derrière, comme les autres employés. La cuisine bourdonnait d'activité. Makena, la cuisinière kenyane d'une 50aine d'années, préparait le déjeuner. Son visage était marqué par l'inquiétude. À côté d'elle, Tandiou, la femme de ménage de 23 ans, faisait la vaisselle, le regard baissé. Il y avait aussi Sekei, la nounou zimbabwéenne de 30 ans, embauchée 4 mois plus tôt. Elle était la seule à s'occuper directement des enfants en l'absence de Farida. Dalmar la salua discrètement. Makena hocha la tête sans sourire. Tandiou ne leva même pas les yeux. Sekei, en revanche, observait Joseph attentivement. Il y avait quelque chose de différent chez ce nouveau chauffeur. Quelque chose dans son regard. Une intensité qui contrastait avec la posture voûtée et soumise qu'il s'efforçait d'adopter. Avant même d'avoir fini son premier café, Dalmar entendit la voix de Farida claquer comme une lame. « Zawadi, viens ici tout de suite. » La fillette apparut en courant, trébuchant. Elle portait une robe simple, contrairement aux jolis vêtements que Dalmar lui achetait d'habitude. Ses cheveux étaient en désordre. Farida désigna le sol du salon. « Tu as laissé un verre d'eau sur la table du salon hier soir. Je t'ai prévenu 1000 fois de ne pas mettre de désordre. » Zawadi se mit à trembler. « Pardon, maman Farida, j'ai oublié, je... » Silence. « Tu vas nettoyer tout le salon. Avec une brosse à dents. Et tu ne mangeras rien tant que tu n'auras pas fini. » La colère monta en Dalmar. Ses poings se serrèrent si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes. Mais il ne pouvait pas se dévoiler. Pas encore. Il lui fallait plus de preuves. Des preuves irréfutables qu'aucun juge, aucun avocat ne pourrait contester. Si cette histoire vous plaît, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous pensez qu'il va se passer. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton rouge en bas pour vous abonner et activer la cloche, car nous visons les 1000 abonnés et vous pouvez faire partie de notre communauté. Continuons, car le pire est à venir. Sekei s'approcha de Zawadi avec une éponge et un seau. « Laisse-moi t'aider, ma chérie. » Farida se retourna brusquement, les yeux flamboyants. « Tu ne feras rien de tout ça, Sekei. Elle doit t'apprendre. Si tu t'en mêles encore, tu es viré. » Sekei déglutit difficilement et recula. Dalmar vit la frustration sur son visage. Il y vit aussi le désespoir. Sekei voulait aider, mais elle était prise au piège. Si elle perdait son travail, elle ne pourrait plus subvenir aux besoins de sa famille à Harar. Zawadi s'agenouilla et commença à frotter avec la brosse à dents. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. Dalmar se retira discrètement dans le garage avant d'exploser. Il s'appuya contre le mur de briques, respirant bruyamment, essayant de maîtriser la rage qui menaçait de le consumer. Comment avait-il pu être aussi aveugle? Comment n'avait-il rien vu venir? Cet après-midi-là, Dalmar devait emmener Farida dans un salon de beauté de luxe à Nakasero. Dans la voiture, elle était au téléphone avec une amie, riant aux éclats, insouciante. « Chérie, je te le dis, ces enfants ont besoin d'une main de fer. Leur mère était trop laxiste, c'est pour ça qu'ils sont comme ça, gâtés et faibles. Mais je vais y remédier. Dans 6 mois, tu ne les reconnaîtras plus. Ils seront obéissants, disciplinés, parfaits. » Dalmar serrait le volant si fort qu'il crut qu'il allait le casser. Farida poursuivit. « Et Dalmar? Oh, il est facile à manipuler. Il voyage tellement qu'il ne se rend même pas compte de ce qui se passe à la maison. Les riches sont tous pareils, ils croient que l'argent résout tout. Ils pensent que je suis la sauveuse de sa famille. » Elle rit. Un rire cruel et métallique. Dalmar alluma discrètement l'enregistreur dissimulé dans le tableau de bord. Chaque mot qu'elle prononçait était enregistré. Chaque confession. Chaque goutte de venin. Quand ils rentrèrent, la nuit était déjà tombée. Dalmar gara la voiture et vit quelque chose qui lui glaça le sang. Par la fenêtre de la cuisine, il aperçut Jabari assis par terre, seul, tandis que le reste de la famille dînait dans la salle à manger. Le petit garçon avait une assiette de restes froids, du riz dur et un minuscule morceau de poulet. Sekei était à côté de lui murmurant quelque chose pour le réconforter. Dalmar entra par la porte de derrière. Que s'est-il passé? Sekei le regarda, les yeux embués de larmes. Il a renversé du jus sur le tapis ce matin. La dame a dit qu'il ne méritait pas de dîner avec nous. Mais il n'a que 5 ans, murmura Dalmar d'une voix pressante. Les enfants renversent des choses.
Je sais, répondit Sechet, la voix brisée. Je sais. Mais je ne peux rien faire. J'ai déjà essayé. Elle me menace. Elle nous menace tous. C'est alors que Dalmar comprit. Farida ne se contentait pas de maltraiter les enfants. Elle avait instauré un climat de terreur où personne n'osait parler. Les employés craignaient de perdre leur emploi. Les enfants redoutaient des châtiments encore plus sévères. Et lui, le père, aveugle, travaillait 16 heures par jour, persuadé que sa maison était entre de bonnes mains. Cette nuit-là, Dalmar ferma à peine l'œil dans la petite salle du personnel, à l'arrière de la propriété. Il passa des heures à fixer le plafond, à élaborer son prochain plan. Il lui fallait davantage de preuves. Des preuves visuelles. Le lendemain, il parvint à installer une microcaméra dans une horloge décorative du salon. Une autre dans un pot de fleurs du couloir. Des caméras dont Farida ne se douterait jamais. Et c'est le 3e jour qu'il fit une découverte qui allait tout changer. C'était en milieu d'après-midi. Farida était seule à la maison avec les enfants. Dalmar était parti faire les courses, mais il était rentré plus tôt que prévu. Silencieusement, il entra par la porte de service et se cacha. Ce qu'il aperçut à travers l'entrebâillement de la porte bouleversa son monde. Nia, la petite Nia, 3 ans, avait fait pipi au lit pendant sa sieste. L'enfant tremblait, pressentant le pire. Farida fit irruption dans la chambre comme une tornade. Elle arracha les draps mouillés et les frotta sur le visage de la fillette. Espèce de petite dégoûtante. Tu es sale. Tu as 3 ans et tu fais encore pipi au lit comme un bébé? Nia pleurait à chaudes larmes. Pardon, maman, pardon. Tais-toi. Farida la secoua par les épaules. Tu dormiras sans drap cette nuit. Par terre. Je veux voir si tu as compris. Dalmar dut se retenir de toutes ses forces pour ne pas faire irruption dans la pièce et arracher Farida à sa fille. Mais il le savait. S'il agissait maintenant, sans preuves suffisantes, Farida pourrait engager les meilleurs avocats, inventer des histoires et retourner la situation contre lui. Il devait être stratégique. Plus tard, lorsque Farida partit pour une soirée, Sechet trouva Dalmar dans le garage. Elle était livide. « Joseph, il faut que je te dise quelque chose. Je ne peux plus garder le secret. » Dalmar lui fit signe de continuer. Il y a 3 semaines, la tenancière a enfermé Zawadi dans le placard du couloir pendant 4 heures. La petite a crié, pleuré, supplié. Et la tenancière est restée dehors, à rire au téléphone avec une amie. Les mots de Sechet furent comme des coups de poing dans l'estomac. « Pourquoi n'as-tu pas appelé la police ? » Parce qu'elle a menacé de m'expulser. Mon visa de travail dépend d'elle. Et elle a dit que si je disais quoi que ce soit, elle inventerait que j'avais volé des bijoux. Je n'ai aucun moyen de me défendre. Dalmar posa la main sur son épaule. Tu n'es pas seul, Sechet. Je te le promets. Et là, à cet instant précis, Dalmar prit sa décision. Il avait suffisamment de preuves. Des enregistrements audio. Des vidéos de caméras cachées. Des témoignages d'employés. Il était temps d'en finir. Mais il voulait le faire d'une manière que Farida n'oublierait jamais. D'une manière qui révélerait au monde entier sa véritable nature. Le lendemain était samedi. Farida avait organisé un thé avec les 10 femmes les plus influentes de la haute société de Kampala. Des épouses de politiciens, des femmes d'affaires, des célébrités. Elle adorait exhiber sa vie parfaite, sa famille parfaite, sa maison parfaite. Dalmar savait que ce serait le cadre idéal pour la révélation. Ce matin-là, il avait demandé à Sechet de veiller sur les enfants dans leur chambre. Il avait également contacté discrètement 2 agents de protection de l'enfance qu'il connaissait personnellement, leur demandant d'attendre à l'extérieur de la propriété. Puis, à 3 heures de l'après-midi, alors que le salon était rempli de femmes élégantes, de coupes de champagne et de plateaux de canapé, Dalmar entra. Non pas par la porte de derrière, mais par la porte d'entrée. Il ôta sa casquette et ses lunettes, se redressa et se dirigea vers le centre de la pièce. Un silence de mort s'installa. Les femmes regardèrent le chauffeur comme s'il avait perdu la raison. Farida se leva d'un bond, le visage rouge de colère. « Joseph, qu'est-ce que tu crois faire? Sors d'ici immédiatement. » Dalmar sourit. Un sourire froid. « Je ne m'appelle pas Joseph. » Farida fronça les sourcils, perplexe. « Bien sûr que si. Vous avez été embauché il y a une semaine comme... Je m'appelle Dalmar Okello. Et voici ma maison. » Le silence se fit stupéfait. Les femmes poussèrent un cri d'effroi. Certaines se couvrirent la bouche de la main. Farida devint livide. Blanche comme un linge. Dalmar? Mais vous êtes à Dubaï. Vous? Je ne suis jamais allée à Dubaï. J'étais juste ici.
à observer, à enregistrer, à découvrir qui vous êtes vraiment. Farida tenta de se ressaisir. Chérie, je ne sais pas quelle est cette blague, mais... Dalmar sortit son téléphone portable de sa poche et le connecta au grand écran de télévision du salon. Ce n'est pas une blague, Farida. C'est la vérité. Puis, devant toutes ces femmes de la haute société, il diffusa les vidéos. Farida traînant Awadi par les cheveux. Farida enfermant Nia dans le placard. Farida jetant de la nourriture froide par terre et forçant Jabari à manger comme un chien. Farida riant au téléphone tandis qu'un des enfants pleurait en arrière-plan. Les images étaient brutales. Choquantes. Insoutenables. Certaines femmes se mirent à pleurer. D'autres se levèrent, horrifiées. L'une d'elles vomit. Farida tenta d'éteindre la télévision, mais Dalmar l'en empêcha. Non. Ils verront tout. Le monde entier verra qui tu es. Puis il diffusa les enregistrements audio. La voix de Farida disant qu'elle voulait des enfants brisés, disciplinés et obéissants. Que Dalmar était facile à manipuler. Que leur mère était faible et qu'elle allait réparer les erreurs de Zénab. Et voici un élément crucial de cette histoire, un moment totalement inattendu. Lorsque Dalmar eut fini de projeter toutes les vidéos, une des femmes présentes, Halima Wanjiku, épouse d'un juge de la Cour suprême, se leva en tremblant. Elle désigna Farida du doigt et déclara « Je vous connais. Votre nom n'est pas Farida Namoise. » Tous les regards se tournèrent vers elle. Dalmar était lui aussi perplexe. Halima poursuivit, la voix brisée. Votre vrai nom est Farida Omondi. Il y a 5 ans, vous travailliez comme nounou pour ma sœur à Mombasa. Vous avez été arrêtée pour maltraitance d'enfants. Ma nièce de 4 ans a passé 3 semaines à l'hôpital à cause de ce que vous lui avez fait. Mais vous avez payé une caution, vous avez pris la fuite avant le procès et vous avez changé de nom. Le silence qui régnait dans la pièce était pesant. Farida se recula. C'est un mensonge. Elle invente tout. Halima sortit son téléphone et montra une vieille photo de journal. La femme sur la photo était plus jeune, avait une autre coiffure, mais c'était indéniablement Farida. Le titre était « Nounou recherché pour maltraitance d'enfants à Mombasa ». Dalmar sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il n'avait pas seulement épousé une agresseuse. Il avait fait entrer chez lui une criminelle en fuite. Près de ses enfants. Les femmes se mirent à fuir la maison, horrifiées. Certaines appelèrent leur mari. D'autres filmaient la scène. En quelques minutes, l'histoire ferait le tour du monde. Dalmar appela les agents de la protection de l'enfance qui attendaient dehors. Ils entrèrent rapidement, accompagnés de 2 policiers. Farida tenta de s'enfuir, mais fut bloquée à la porte. Elle hurla, pleura, essaya de se justifier. Je n'ai jamais fait de mal à personne. Ces enfants sont des menteurs. Dalmar manigance tout ça pour se débarrasser de moi. Un des policiers lui montra le mandat d'arrêt. Farida Omondi, vous êtes arrêtée pour maltraitance d'enfants, usurpation d'identité et violation des conditions de votre mise en liberté sous caution. Vous avez le droit de garder le silence. Tandis qu'on lui passait les menottes, Farida lança à Dalmar un regard empli de haine. Tu vas le regretter. Je vais te détruire. Je te prendrai la moitié de ta fortune. Dalmar s'approcha d'elle, son visage à quelques centimètres du sien. Tu n'auras rien. J'ai des preuves de tout. Et maintenant, le monde entier sait qui tu es. Tu ne t'approcheras plus jamais d'un enfant. Plus jamais. Les policiers ont emmené Farida dehors. Ses cris résonnaient dans la propriété tandis qu'ils la plaçaient dans la voiture de patrouille. Des téléphones portables ont tout filmé. À la fin de la journée, l'histoire ferait le tour du monde en Afrique de l'Est. Une fois la maison vide, Dalmar monta en courant. Il ouvrit la porte de la chambre des enfants. Zawadi, Jabari et Nia étaient blottis l'un contre l'autre dans un coin, Seke à leur côté, veillant sur eux. En voyant Dalmar, Zawadi s'écria « Papa ». Les 3 enfants accoururent vers lui. Il s'agenouilla et les prit dans ses bras, les serrant désespérément. Il pleurait. Il pleurait. « C'est fini », murmura-t-il. « C'est fini, mes amours. Personne ne vous fera plus jamais de mal. Papa est là. Papa ne vous quittera plus jamais. » Zawadi serra son t-shirt contre lui. Elle est vraiment partie. Oui. Et elle ne reviendra jamais. Jabari, le petit garçon qu'on avait forcé à manger par terre, demanda d'une voix tremblante, « Tu repars, papa ?» Dalmar prit le visage de son fils entre ses mains. « Non. Je reste ici. Avec toi. Pour toujours. » Seke pleurait dans un coin de la pièce. Dalmar se leva, Nia toujours dans ses bras, et se tourna vers elle. « Seke, tu as sauvé mes enfants. Tu as tout risqué.
Ton travail, ton visa, ta sécurité. Tu es une héroïne. Ce qu'est secoua la tête. J'ai juste fait ce que tout le monde aurait dû faire. Non. La plupart des gens se seraient tus. Mais toi, non. Tu as eu du courage. Et pour cela, je veux te faire une proposition. Je ne veux pas que tu sois juste la nounou. Je veux que tu sois la gouvernante de cette maison. Avec un salaire triplé, un visa permanent garanti et l'autorité totale sur le bien-être des enfants. Seke porta la main à sa bouche, sous le choc. Monsieur Okello, je ne sais pas quoi dire. Dites oui. Je vous en prie. Ces enfants vous font confiance. Ils vous aiment. Et moi aussi, je vous fais confiance. Seke hocha la tête, les larmes coulant à flots. Oui. Oui, j'accepte. Ce soir-là, pour la première fois depuis des mois, le manoir Okello était redevenu un foyer. Dalmar prépara des crêpes pour les enfants, chose qu'ils n'avaient plus faite depuis la mort de Zénab. Ils mangèrent ensemble à la table de la cuisine, riant, discutant, se remémorant des souvenirs heureux. Zawadi sourit. Un sourire sincère, un sourire que Dalmar n'avait pas vu depuis si longtemps. Le lendemain, Jabari demanda à jouer au football dans le jardin. Nia s'endormit sur les genoux de son père, serrant contre elle la couverture que Zénab avait tricotée, celle que Farida avait jetée à la poubelle et que Seke avait récupérée en cachette. Dans les semaines qui suivirent, l'affaire fit grand bruit dans les médias. L'histoire de cet homme d'affaires milliardaire qui s'était déguisé en chauffeur pour protéger ses enfants fit la une des journaux internationaux. Des journalistes du monde entier souhaitaient l'interviewer. Mais Dalmar refusa toutes leurs demandes. Il ne recherchait pas la gloire. Il voulait seulement protéger ses enfants. Farida fut jugée et condamnée à 12 ans de prison pour de multiples chefs d'accusation, maltraitance d'enfants, usurpation d'identité et violation des conditions de sa mise en liberté sous caution. Au cours du procès, 3 autres familles se manifestèrent, racontant des histoires similaires d'abus commis les années précédentes. Farida avait un mode opératoire bien précis. Elle ciblait des veufs riches et vulnérables, gagnait leur confiance, puis torturait les enfants en leur absence. C'était une prédatrice calculatrice et cruelle. Dalmar prit également d'autres mesures. Il réduisit sa charge de travail de moitié, déléguant davantage de responsabilités à des gestionnaires de confiance. Il commença à travailler de chez lui 3 jours par semaine. Il ne voulait plus jamais être absent de la vie de ses enfants. Il engagea un psychothérapeute pour enfants spécialisé dans les traumatismes afin d'accompagner Zawadi, Jabari et Nia. Les séances furent difficiles au début. Les enfants faisaient des cauchemars, des crises d'angoisse et avaient peur des adultes inconnus. Mais au fil du temps, semaine après semaine, mois après mois, ils commencèrent à guérir. Zawadi sourit de nouveau. Elle se remit à dessiner, une activité qu'elle adorait et que Farida lui avait interdite. Jabari retourna jouer au football dans le jardin, courir librement et rire aux éclats. Nia, la petite Nia, recommença à parler davantage, à faire des câlins, à faire confiance. Dalmar réembaucha également tous les employés que Farida avait renvoyés ou menacés de renvoyer. Makena, la cuisinière, obtint une augmentation. Tandiou, la femme de ménage, décrocha une bourse pour terminer ses études. Et Seke devint un membre à part entière de la famille. Elle mangeait avec eux, voyageait avec eux, et les enfants l'appelaient « Tante Seke ». 1 an plus tard, par un samedi après-midi ensoleillé, Dalmar emmena les enfants sur la tombe de Zénab. Il avait longtemps évité cet endroit, car la douleur y était trop vive. Mais à présent, il sentait que le moment était venu. Les enfants déposèrent des fleurs sur la tombe. Zawadi, alors âgée de 8 ans, lut une lettre qu'elle avait écrite à sa mère. Elle y racontait sa force, sa capacité à survivre, comment le souvenir de sa mère lui avait donné la force d'endurer les moments les plus difficiles. Dalmar s'agenouilla devant la pierre tombale et murmura « Zénab, j'ai échoué. J'ai fait entrer un monstre chez nous. J'ai failli perdre nos enfants. Mais je te le promets, je le jure sur ma vie, cela ne se reproduira plus jamais. Je les protégerai. Je les aimerai. Je serai là. Chaque jour. Pour toujours. » À leur retour, une surprise les attendait. Seke avait préparé un petit barbecue dans le jardin. Rien d'extravagant, juste des mets simples, une musique douce et la chaleur de personnes qui se souciaient vraiment d'eux. Zawadi courait sur la pelouse avec Jabari, jouant à chat. Nia dansait au son de la musique, tournoyant dans sa robe jaune. Dalmar les observait, assis dans un fauteuil de jardin, un sourire aux lèvres. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentit la paix. Et vous savez, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je vous remercie du fond du cœur. Les histoires comme celle-ci sont difficiles, mais essentielles. Elles montrent que le mal peut se cacher là où on l'attend le moins,
mais aussi que l'amour et le courage peuvent triompher. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez ci-dessous, activez la cloche et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Nous approchons de notre objectif de 1000 abonnés, et chaque nouvelle personne compte. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre une histoire de résilience et de protection, partagez cette vidéo. Passons maintenant à la fin. 3 ans après l'arrestation de Farida, la vie au manoir Okello était méconnaissable. Zawadi, maintenant âgée de 10 ans, était première de sa classe. Elle s'était découvert une passion pour la littérature et passait des heures à lire et à écrire ses propres histoires. Jabari, 8 ans, avait rejoint l'équipe de football de l'école et était l'un des meilleurs joueurs. Nia, maintenant âgée de 6 ans, était une enfant joyeuse, bavarde et pleine d'énergie. Il n'y avait plus de peur dans leurs yeux. Plus de silence forcé. Dalmar avait tenu sa promesse. Il était présent. Il dînait avec eux tous les soirs. Il les aidait à faire leurs devoirs. Il assistait à tous les matchs de football de Jabari, à tous les spectacles scolaires de Zawadi, à toutes les fêtes d'anniversaire de Nia. L'histoire de l'homme d'affaires déguisé était devenue légendaire dans tout l'Ouganda. Mais pour Dalmar, il ne s'agissait pas de gloire ni de reconnaissance. Il s'agissait de rédemption. Il s'agissait de réparer l'erreur qui avait failli briser le cœur de ses enfants. Il s'agissait de ne plus jamais, au grand jamais, être absent quand ils avaient besoin de lui. Sequer restait la gouvernante et faisait pratiquement partie de la famille. Elle était devenue la figure maternelle dont les enfants avaient besoin, sans jamais chercher à remplacer Zénab. Elle honorait la mémoire de leur mère biologique, racontant des histoires à son sujet, perpétuant les traditions instaurées par Zénab. Et les enfants l'aimaient profondément pour cela. Un jeudi après-midi, 3 ans et demi après l'arrestation de Farida, un événement inattendu se produisit. Dalmar reçut une lettre. Elle venait de la prison de Luzira, où Farida purgeait sa peine. Il hésita avant de l'ouvrir. Une partie de lui voulait l'acheter immédiatement. Mais l'autre, celle qui cherchait toujours à comprendre les choses jusqu'au bout, avait besoin de la lire. La lettre disait « Dalmar, je sais que tu ne me pardonneras jamais. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Mais je dois te dire la vérité. Je ne suis pas né monstre. J'ai été élevé par un monstre. Mon père me battait tous les jours. Ma mère regardait sans rien faire. Quand j'avais 8 ans, le même âge que Zawadi quand je l'ai rencontré, mon père m'a enfermé dans un placard pendant 2 jours entiers. Sans eau. Sans nourriture. J'ai crié jusqu'à en perdre la voix. Et quand il m'a enfin libéré, il a dit « Maintenant, tu as appris à obéir. » J'ai grandi en croyant que l'amour était une forme de discipline. Que prendre soin des enfants signifiait les briser pour mieux les reconstruire plus forts. J'avais tort. Terriblement tort. Et maintenant, ici en prison, en thérapie tous les jours, je comprends enfin ce que j'ai fait. Je suis devenu mon père. Je suis devenu le monstre qui m'a engendré. Je ne demande pas pardon. Je ne le mérite pas. Mais je voulais que vous sachiez que je le vois maintenant. Je vois le mal que j'ai causé. Et s'il y a un enfer, je sais que j'y ai ma place assurée. Dalmar lut la lettre 3 fois. Il ressentit un étrange mélange d'émotions. La colère, oui, était toujours présente. Mais aussi quelque chose d'inattendu, la pitié. Farida était une victime devenue bourreau. Cela n'excusait en rien ses actes. Cela n'effaçait pas le traumatisme qu'elle avait causé. Mais cela l'aidait à comprendre. Et cette compréhension, d'une certaine manière, apportait une autre forme d'apaisement. Il ne répondit jamais à la lettre. Mais il la conserva. Peut-être qu'un jour, lorsque les enfants seraient adultes et prêts, il la leur montrerait. Non pas pour susciter la compassion pour Farida, mais pour leur montrer que les cycles de violence existent et que la plus grande victoire est de les briser. 4 ans après la révélation, Zawadi fêta ses 11 ans. Pour l'occasion, Dalmar organisa une fête dans le jardin du manoir. Une fête intime, sans faste, avec ses camarades d'école, quelques cousins et les personnes qui comptaient vraiment pour elle. Au milieu de la fête, Zawadi demanda la parole. Elle monta sur une petite estrade improvisée, un micro à la main. Sa voix, autrefois si faible, était maintenant forte et claire. Je veux remercier mon père. Il y a 4 ans, j'étais au plus bas. Je pensais que personne ne m'aimait. Je pensais que j'étais le problème. Mais mon père m'a sauvée. Il ne m'a pas seulement sorti de cet enfer, il m'a montré ce qu'est le véritable amour. L'amour ne fait pas mal. L'amour n'effraie pas. L'amour protège. L'amour est présent. Papa, merci de n'avoir jamais baissé les bras. Merci d'avoir eu le courage de voir la vérité, même quand c'était difficile. Tu es mon héros. Toute l'assemblée applaudit. Dalmar pleurait à chaudes larmes. Il monta sur l'estrade et serra sa fille fort dans ses bras.
Non, mon amour, lui murmura-t-il à l'oreille. Tu es mon héroïne. Tu as survécu. Tu as guéri. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. Ce soir-là, une fois tout le monde parti et les enfants endormis, Dalmar s'assit seul sur la terrasse de la maison, contemplant les étoiles de Kampala. Il repensa à tout ce qui s'était passé. Aux erreurs qu'il avait commises. Aux leçons qu'il avait apprises. À l'impossible chemin qu'il avait mené de la douleur à la guérison. Et il se fit une promesse silencieuse, à lui-même, à Zénab, aux enfants, à l'univers. Il ne serait plus jamais un père absent. Il ne ferait plus jamais confiance aveuglément sans vérifier. Il ne laisserait plus jamais le travail passer avant la famille. Les années passèrent. Zawadi obtint son baccalauréat avec mention. Elle reçut des bourses pour 3 universités différentes. Elle choisit d'étudier la psychologie de l'enfant car elle souhaitait aider d'autres enfants ayant vécu les mêmes épreuves qu'elle. Jabari continua à jouer au football et fut recruté dans l'équipe nationale junior ougandaise. Il était talentueux, dévoué et d'une grande générosité. Nia découvrit une passion pour la musique et commença à jouer du piano. Elle se produisait en récital et rêvait de devenir compositrice. Les 3 enfants grandirent en bonne santé, aimés et sereins. Et ce qu'est ? Elle demeura le pilier de la famille. Elle voit ses enfants grandir. Elle était présente à chaque remise de diplôme, à chaque réussite, à chaque moment important. Et lorsque Zawadi obtint son diplôme universitaire, elle remercia non seulement son père, mais aussi Tante Sekey, qui m'a appris que la bonté existe même dans les endroits les plus sombres. Dalmar, aujourd'hui âgé de 52 ans, a encore réduit son implication dans les affaires. Il a formé une équipe de gestionnaires compétents et ne travaille plus que comme consultant, quelques heures par semaine. Le reste de son temps, il le consacre à sa famille, à des projets sociaux de protection de l'enfance, et tout simplement, à la vie. Il a appris à ses dépens que l'argent ne vaut rien si l'on n'a personne avec qui le partager. Que le succès ne vaut rien si l'on perd ce qu'on aime. Que le pouvoir ne vaut rien si l'on ne l'utilise pas pour protéger les plus vulnérables. 10 ans après l'arrestation de Farida, Dalmar fut invité à donner une conférence lors d'un colloque international sur la protection de l'enfance à Nairobi, au Kenya. Il hésita d'abord. Parler publiquement de ce qui s'était passé lui faisait revivre le traumatisme. Mais Zawadi, alors âgé de 17 ans et en 2e année de psychologie, l'encouragea. « Papa, ton histoire peut sauver d'autres enfants. Tu as le devoir de la raconter. » Il savait qu'elle avait raison. Et il le fit. Devant plus de 1000 personnes, parmi lesquelles des ministres, des militants, des psychologues et des parents, Dalmar raconta son histoire. Il parla de l'aveuglement du succès. De sa confiance mal placée. De la façon dont il avait failli perdre ses enfants. De la tentative désespérée de dissimulation. Des preuves qu'il avait rassemblées. Du courage de Sekey. Du long cheminement de guérison qui dura des années. À la fin de la conférence, un silence absolu régnait dans l'auditorium. Certains pleuraient. D'autres étaient sous le choc. Puis, un à un, les gens se levèrent. Une ovation. Des applaudissements qui durèrent 5 minutes. Après la conférence, des dizaines de personnes vinrent lui parler. Des parents qui soupçonnaient des abus mais ne savaient pas comment réagir. Des membres du personnel qui avaient peur de signaler les faits. Des survivants de maltraitance infantile qui souhaitaient partager leur histoire. Dalmar passa des heures à parler avec chacun d'eux. À les écouter. À les conseiller. À leur proposer des ressources. Ce jour-là, il comprit que sa souffrance avait un sens plus profond. Son histoire n'était pas seulement la sienne. C'était l'histoire de tous les enfants réduits au silence. De tous les parents aveugles. De tous les membres du personnel qui avaient peur de parler. Son histoire était à la fois un cri d'alarme et une lueur d'espoir. Dans les années qui suivirent, Dalmar fonda l'association Voice of Zawadi, en hommage à sa fille. L'association proposait des formations à la détection des maltraitances infantiles, des lignes d'écoute anonymes pour signaler les abus, un soutien juridique au personnel signalant des cas de maltraitance et des thérapies gratuites pour les enfants victimes de traumatisme. En 5 ans, Voice of Zawadi a aidé plus de 10 000 enfants en Ouganda, au Kenya, en Tanzanie et au Rwanda. Elle a formé plus de 50 000 enseignants, nounous, chauffeurs et employés de maison à repérer les signes de maltraitance. Elle a obtenu gain de cause dans plus de 200 affaires de maltraitance, dont 3 cas similaires à celui de Farida, où des beaux-pères ou belles-mères avaient abusé de leurs beaux-enfants. Zawadi, désormais diplômée en psychologie et exerçant comme thérapeute pour enfants, est devenue directrice clinique de l'organisation. Elle a puisé dans sa propre expérience pour établir un lien avec les enfants traumatisés d'une manière rare. Elle comprenait leur douleur car elle l'avait vécue. Elle était la preuve vivante que la guérison était possible. Jabari, aujourd'hui footballeur professionnel,
a mis sa notoriété au service de la cause. Il a mené campagne sur les réseaux sociaux, reversé une partie de son salaire à l'organisation et visité régulièrement des centres d'accueil pour enfants maltraités. Nia, la Benjamine, aujourd'hui auteure-compositrice-interprète, a écrit une chanson intitulée « Dark Closet », inspirée de son vécu. La chanson est devenue virale, avec plus de 50 millions de vues, et a sensibilisé le monde entier aux violences faites aux enfants au sein du foyer. Et ce qu'est ? Elle restait gouvernante à Okello Manor, mais elle était désormais aussi consultante principale pour l'organisation « La Voix de Zawadi ». Elle formait d'autres employés de maison à identifier les maltraitances, à les signaler en toute sécurité et à protéger les enfants vulnérables. Elle était devenue une voix influente pour les employés de maison de toute l'Afrique de l'Est, prouvant qu'elle n'était pas de simples spectatrices passives, mais qu'elle pouvait être de véritables héroïnes. 15 ans après les révélations, Farida purgea sa peine et fut libérée. Elle avait 62 ans, les cheveux gris et le corps voûté. La prison l'avait vieilli prématurément. À sa sortie, aucun journaliste ne l'attendait. Ni famille, ni amis. Elle était un fantôme du passé que personne ne voulait se rappeler. Elle tenta de contacter Dalmar, lui demandant pardon, implorant une seconde chance. Il ne répondit pas. Certains pardons sont impossibles. Certaines blessures sont trop profondes. Farida s'installa dans une petite ville rurale d'Ouganda, où personne ne la connaissait. Elle travailla comme femme de ménage dans une école primaire, ironiquement entourée d'enfants qu'elle ne pourrait plus jamais blesser, car tous la connaissaient et la surveillaient constamment. Un après-midi de décembre, 16 ans après les révélations, Dalmar organisa une réunion spéciale au manoir Okello. Il invita tous ceux qui avaient contribué à cette épreuve. Makena, la cuisinière qui avait été témoin silencieux des sévices, Tandiou, la femme de ménage devenue infirmière, les agents de la protection de l'enfance intervenus suite à l'appel, le juge qui avait condamné Farida, le thérapeute qui avait aidé les enfants à se reconstruire, et bien sûr, Sekey, Awadi, Jabari et Nia. Il avait préparé un discours, mais au moment de prendre la parole, les mots lui manquèrent. Il se contenta de regarder chaque personne présente et de dire « Merci. Merci d'avoir sauvé ma famille. Merci d'avoir été la lumière dans les ténèbres. » Sekey se leva. Cette femme de 46 ans, aux cheveux grisonnants, s'exclama « Monsieur Okello, vous nous remerciez, mais c'est vous qui nous avez appris le vrai sens du courage. Vous auriez pu engager des détectives. Vous auriez pu envoyer d'autres personnes faire le sale boulot. Mais vous avez mis votre dignité de côté, vous vous êtes déguisé, vous avez vécu comme un employé, juste pour protéger vos enfants. Voilà l'amour. Voilà le sacrifice. Voilà ce que font les héros. » Zawadi, désormais une jeune femme de 23 ans, forte et sûre d'elle, serra son père dans ses bras. « Papa, tu t'en veux toujours d'avoir mis Farida sur notre chemin. Mais moi, je ne t'en ai jamais voulu. Pas une seconde. Tu étais seul, tu souffrais, tu faisais de ton mieux pour nous. Ce qui compte, ce n'est pas que tu aies fait une erreur. C'est que tu l'aies corrigée. C'est que tu n'as pas abandonné. C'est que tu nous as sauvés. » Ce soir-là, une fois tout le monde parti, Dalmar monta dans la chambre de Nia, désormais âgée de 19 ans et sur le point d'entrer à l'université. Elle composait une nouvelle chanson au piano. Il s'assit à côté d'elle sur le banc. De quoi parle-t-elle ? Nia sourit. Elle parle de nouveaux départs. De la façon dont les pires épreuves de la vie peuvent nous mener aux plus beaux moments. De la façon dont l'obscurité rend la lumière plus précieuse. Dalmar sera sa cadette dans ses bras. « Tu es si sage. »« J'ai appris du meilleur professeur, » répondit-elle. Ils restèrent assis là pendant des heures, Nia jouant, Dalmar écoutant simplement, savourant la paix d'un véritable foyer. « Et maintenant, si vous êtes arrivés au bout de cette histoire, j'aimerais vous demander quelque chose. Si vous connaissez quelqu'un qui subit des violences, enfant ou adulte, s'il vous plaît, ne restez pas silencieux en ce. Signalez-le. Demandez de l'aide. Un coup de fil peut sauver une vie. Un acte de courage peut changer un destin. Et si cette histoire vous a plu, si elle vous a touché d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche car nous approchons de notre objectif de 1000 abonnés et vous pouvez contribuer à ce succès. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous en avez pensé. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et souvenez-vous, le véritable amour protège. Le véritable amour est présent. Le véritable amour ne blesse jamais. 20 ans après la révélation, Dalmar était assis sur la même terrasse où il avait fait sa promesse silencieuse des décennies auparavant. Il avait 72 ans. Ses cheveux étaient entièrement blancs. Son corps était encore robuste, mais marqué par le temps. Zawadi venait de donner naissance à son premier enfant, un garçon qu'elle prénomma Dalmar Junior. Jabari était marié à une merveilleuse institutrice et avait des jumelles.
Nia était devenue une compositrice de renommée internationale, avec 3 albums à succès. Et Sekay, maintenant âgé de 66 ans, retraité mais toujours en visite chez sa famille chaque semaine, était considérée comme la grand-mère de cœur de tous ses petits-enfants. Dalmar tenait le petit Dalmar Junior dans ses bras, plongeant son regard dans ses yeux innocents. Et il lui murmura une promesse. « Je te promets que tu grandiras dans un monde où tu seras protégé, aimé, écouté. Je te promets que l'histoire de ta mère, de ton grand-père, de nous tous, servira à ce que des enfants comme toi ne subissent jamais ce que ta mère a subi. C'est ma mission. C'est mon héritage. » Le bébé serre le doigt de Dalmar et sourit. Et dans ce sourire, Dalmar vit l'espoir. Il vit l'avenir. Il vit la rédemption totale. Okello Mansion n'était plus seulement une maison. C'était un symbole. Le symbole que le mal peut être vaincu. Que l'amour est plus fort que la haine. Que le courage d'un père peut changer des générations. Que des employés comme Sekay sont des héros méconnus qui méritent d'être célébrés. Que des enfants résilients comme Zawadi, Jabari et Nia peuvent transformer leur traumatisme en force. Et tandis que le soleil se couchait sur Kampala ce soir-là, teintant le ciel d'orange et de violet, Dalmar ferma les yeux et murmura une dernière prière. « Merci, Enab, de m'avoir donné ces enfants merveilleux. Merci de m'avoir guidé, même de loin. J'ai tenu ma promesse. Ils sont en sécurité. Ils sont heureux. Ils sont libres. » Et quelque part, peut-être dans les étoiles, peut-être dans le vent, il sentit une réponse. Une douce présence. Une étreinte invisible. Une voix qui disait « Je sais. Je l'ai toujours su. Tu étais le père dont ils avaient besoin. Merci de n'avoir jamais abandonné. » Ainsi s'achève l'histoire de cet homme d'affaires qui s'est déguisé en chauffeur pour sauver ses enfants. Une histoire de souffrance, mais aussi de guérison. D'erreur, mais aussi de rédemption. D'obscurité, mais surtout de lumière. Car, au final, ce qui définit une famille, ce n'est pas l'absence de problème, mais la présence de l'amour. Et au manoir Okello, l'amour a triomphé. Il a toujours triomphé. Et il triomphera toujours.